Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Nous sommes le lundi 1er décembre et voici les titres de l'actualité. Retour sur la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le chef de l'État qui a décidé d'augmenter le SNMG de 4 000 dinars et l'allocation chômage de 3 000 dinars. Les détails dans un instant. Les travaux de la 12e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, processus d'Oran, ont débuté aujourd'hui. Une rencontre qui s'impose comme une plateforme incontournable de discussion et de réflexion sur les questions de paix et de sécurité sur le continent. Au Maroc, la répression vient s'ajouter à une situation socio-économique qui ne cesse de se dégrader, aggravant le quotidien d'une population qui continue malgré tout de lutter pour une vie digne. Jour J pour la Coupe arabe qui débutera en ce début d'après-midi avec le groupe A et l'entrée en lice de la Tunisie face à la Syrie à partir de 14 h. Un match à suivre en direct sur notre chaîne. Bienvenue à tous. À partir de ce janvier 2026, le salaire national minimum garanti passera de 20 000 à 24 000 dinars. Cette revalorisation substantielle décidée par le président de la République lors du Conseil des ministres qu'il a présidé hier est la première de cette importance depuis des décennies, puisque la dernière qui remontait à 2020 était de 2 000 dinars. L'allocation chômage a elle aussi été revue à la hausse, passant de 15 000 à 18 000 dinars. Son versement a été fixé pour une durée minimale d'une année renouvelable et un dossier à renouveler tous les 6 mois, ce qui permettra à l'Agence nationale de l'emploi de garantir plus de transparence et de fluidité dans l'orientation des demandeurs d'emploi, la classification des personnes intégrées dans le marché du travail et leur distinction des chômeurs dans un fichier national actualisé. L'augmentation des pensions et allocations des retraites sera quant à elle tranchée lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres après examen par le ministère des Finances puis par le gouvernement des propositions du ministre du Travail sur le sujet. Au volet hydrocarbures, le Conseil des ministres a prévu l'actualisation à travers des assises nationales des données et la définition des priorités en matière de production et d'exportation, d'autant que l'Algérie a pu, pour la première fois depuis l'indépendance, exporter l'essence raffinée après des décennies d'importation. Il est d'ailleurs question d'engager des discussions avec la Mauritanie pour le lancement de stations-service Naftal sur le territoire mauritanien. Le président de la République, qui a en outre ordonné la préparation du lancement des cartes prépayées pour l'approvisionnement en carburant, notamment dans les zones frontalières, a chargé le ministre d'élaborer un plan de politique nationale visant à organiser et à contrôler la consommation des produits dérivés du pétrole en vue d'augmenter la capacité du stock stratégique de produits énergétiques. Le Conseil des ministres a par ailleurs approuvé l'importation de 500 000 pneus destinés aux camions, autobus et véhicules de tourisme en attendant de progresser davantage dans la fabrication de pneumatiques. Au terme de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République a souligné l'importance de la tenue de la conférence africaine des startups prévue du 6 au 8 décembre à Alger pour renforcer les liens entre les jeunes africains et s'orienter vers l'économie des startups afin de bâtir une économie forte et diversifiée reposant sur le savoir et portée par l'Algérie. Et la revalorisation du SNMG de l'allocation chômage a été largement saluée par les citoyens à travers le pays. Je vous propose d'écouter quelques-unes de leurs réactions. Nous saluons les décisions du président de la République au Conseil des ministres, notamment en ce qui concerne l'augmentation de l'allocation chômage qui préserve la dignité du jeune Algérien, ainsi que l'augmentation du SNMG, ce qui va permettre de consolider le pouvoir d'achat du citoyen. Tout comme l'augmentation des pensions et allocations de retraite, nous remercions le président de la République pour toutes ces mesures. وبارك الله فيكم ونشكر رئيس الجمهورية على هذه القرارات. الحمد لله اليوم احنا كشباب رانا جد سعداء. En tant que jeunes, nous sommes très contents des recommandations du Conseil des ministres présidé par le président de la République, lors duquel il a pris des décisions importantes comme l'augmentation de l'allocation chômage et du SNMG. D'autres mesures suivront certainement. Suite à ces dernières mesures, notamment l'augmentation de l'allocation chômage, nous constatons que le président de la République a tenu ses engagements.
Nous sommes très satisfaits de l'augmentation de l'allocation chômage. Le président de la République a tenu en ses promesses. Il y aura certainement d'autres mesures à l'avenir. On se réjouit de cette augmentation, une mesure qui vient en temps utile. Je remercie le président de la République. Il est aujourd'hui clair que le président de la République soutient le peuple algérien et a toujours tenu en ses promesses, que ce soit pour l'augmentation du SNMG ou concernant d'autres mesures. Dans l'actualité également, début des travaux de la 12e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, processus d'Oran au Centre international de conférence Abdelatif Rahal à Alger. Cette édition se distingue par une double participation de l'Algérie en tant que membre africain du Conseil de sécurité des Nations Unies d'une part et d'autre part membre du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, outre sa qualité de pays hôte et initiateur du séminaire d'Oran. Cette rencontre de 2 jours constitue une plateforme d'échange sur les principaux défis de la paix et de la sécurité sur le continent. Dans son allocution d'ouverture, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a souligné que le processus d'Oran est devenu un rendez-vous continental permanent permettant aux pays africains du Conseil de sécurité de défendre les priorités de l'Afrique d'une voix unifiée. Je vous propose de l'écouter. 12 ans après, nous revenons à Alger pour constater ensemble 3 vérités éclatantes qui suscitent réellement fierté et estime. Nous sommes fiers, tout d'abord, que le processus d'Oran soit devenu un rendez-vous continental régulier, solidement inscrit à l'agenda de notre organisation africaine. Nous sommes également fiers que les 3 pays africains au sein du Conseil de paix et de sécurité soient désormais unis et forment un bloc cohérent. Et nous sommes fiers, troisièmement, que l'Afrique ait atteint un rang qu'aucune autre région du monde n'avait atteint auparavant, celui de confier à ses enfants la représentation au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Afrique a aujourd'hui plus que jamais besoin de renforcer son rôle diplomatique. Tel est le défi qui s'impose. إفريقيا أحوج ما تكون اليوم إلى تعزيز دورها الدبلوماسي. هذا هو التحدي الذي يفرض. Et les travaux de la conférence internationale sur les crimes du colonialisme en Afrique se poursuivent pour leur 2e et dernier jour au Centre international des conférences. L'occasion de rappeler que les crimes coloniaux ont laissé des séquelles profondes sur les peuples colonisés, notamment la perte de souveraineté, les spoliations, mais aussi les essais nucléaires, comme c'est le cas pour le sud algérien. Les participants ont plaidé pour une reconnaissance claire de ces crimes et de leur criminalisation. Amira Sefta. L'Afrique réclame la reconnaissance officielle et explicite des crimes commis contre ces peuples durant la période coloniale. 2 jours durant, experts et historiens se penchent sur cette question, longtemps restée en suspens. Une conférence naturellement organisée et arbitrée par l'Algérie qui garde de la colonisation française une expérience amère, marquée par l'injustice, la dépossession et les profondes blessures, encore bien vivaces, dans la mémoire collective. L'Algérie accueille cette conférence pour rappeler que les crimes coloniaux ont laissé des séquelles profondes sur nos peuples. Perte de souveraineté, spoliation, destruction et jusqu'aux essais nucléaires dans notre sud. Nous plaidons pour une reconnaissance claire de ces crimes. Leur criminalisation internationale est un véritable processus de réparation. La décolonisation doit être achevée partout où elle reste incomplète. Au programme de la conférence, harmonisation de la définition des crimes coloniaux, établissement d'une méthode d'évaluation des préjudices et accélération de la restitution des archives et des preuves spoliées. Le colonialisme a tenté délibérément de dissoudre nos repères culturels et avec eux notre confiance en nous-mêmes. Aujourd'hui encore, cette dénaturation identitaire freine notre développement, nourrit les crises politiques et façonne nos mentalités. Nous doutons de nos propres savoirs, de nos propres innovations, cherchant constamment une validation extérieure. C'est l'héritage douloureux du colonialisme dont nous devons absolument nous défaire. Car les séquelles du colonialisme sont multiples. Traumatisme intergénérationnel, spoliation des richesses, destruction du patrimoine et impacts environnementaux, comme ceux des essais nucléaires dans le sud algérien. Nous n'avons pas bien étudié notre histoire
Et quand les gens veulent magnifier la colonisation, il faudrait qu'on arrive à leur montrer les atrocités qui ont été commises pour que les gens sachent le véritable visage hideux de la colonisation. Et donc en Algérie, vous en avez beaucoup de crimes, chez les Bamileke, en Afrique du Sud, chez les Nama et les Herero, un peu partout. Et donc une des propositions que je vais faire ici, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un bréviaire ou bien manuel des crimes coloniaux. Tout comme la criminalisation par la communauté internationale de l'esclavage et des pratiques assimilées, ainsi que de la ségrégation raciale, les participants appellent à une criminalisation juridique internationale du colonialisme sans équivoque ni ambiguïté. Un premier pas nécessaire pour entamer un véritable processus de guérison et préparer la voie au traitement des séquelles de cette période sombre de l'histoire des peuples africains, dont ils continuent encore de payer un lourd tribut du fait de l'exclusion, de la marginalisation et du sous-développement subi. C'est dans le but de faciliter les déplacements et d'améliorer les infrastructures de transport dans les hauts plateaux que s'inscrit ce méga projet ferroviaire. Il reliera 11 wilayas du pays et touchera 8 millions d'habitants. Un projet qui avance à un rythme soutenu et permettra de désenclaver ces régions tout en dynamisant l'économie nationale. Anis Chir. Le réseau ferroviaire des hauts plateaux est un méga projet reliant 11 wilayas et touchant 8 millions d'habitants. Il comprend 1162 km, dont 944 km de lignes exploitées et 218 km de lignes en cours de réalisation. Le second tronçon, long de 63,5 km, constitue le dernier segment à la rocade des hauts plateaux, sur l'itinéraire de la ligne ferroviaire des hauts plateaux reliant l'est à l'ouest, notamment la wilaya de Tiaret à Tissemsilt. Cette ligne traverse les villes des hauts plateaux, de Sidi Bel Abbas à l'ouest à Tbessa à l'est, avec un taux d'avancement atteignant les 98%. À Rilizen, Tiaret et Tissemsilt, et sur une distance de 185 km. La ligne dont les travaux ont débuté il y a 14 ans est enfin à sa dernière ligne droite. La Société nationale d'ingénierie civile et de construction réalise l'ensemble des travaux de terrassement, excavation, remblaiement et préparation de la plateforme avant le début de la pose de la voie ferrée. Les couches de la voie sont constituées du nivellement, du remblai sélectif, de la couche de base, des traverses en béton et de la fixation des rails en acier avec une grande précision, afin de garantir la sécurité et la durabilité de la ligne. Notre rôle consiste à contrôler les travaux et à trouver des solutions adaptées. Les travaux de la nouvelle gare voyageurs avancent en parallèle avec les installations de transport de marchandises, faisant de la région un pôle logistique capable d'accueillir des quantités importantes de produits agricoles et industriels. Cette ligne ferroviaire reliant l'Est à l'Ouest s'inscrit pleinement dans la vision prospective de l'État, offrant à chaque région du pays des perspectives de progrès et de développement. Imaginez à présent un simple capteur capable de dire à un agriculteur ce dont sa terre a vraiment besoin. C'est le défi relevé par Qarib, une jeune start-up algérienne qui utilise la technologie pour moderniser l'agriculture tout en respectant les réalités du terrain. Une initiative déjà primée qui attire l'attention de tout l'écosystème agricole. C'est le reportage de Maïssa Bouala. Et si un simple capteur pouvait dire à l'agriculteur ce dont sa terre a vraiment besoin? C'est le pari de Qarib, une jeune start-up algérienne fondée par de brillants ingénieurs qui veulent révolutionner notre agriculture. Nous, on crée notre réseau qui permet d'avoir l'information. Et donc, pour schématiser, un ingénieur ici à Alger, agricole, il a l'ensemble des informations de ce qui se passe sur les terrains, sur des grandes surfaces, en temps réel. Et avec l'intelligence artificielle, on permet d'optimiser l'agriculture pour qu'on consomme moins d'eau, on augmente les rendements, etc. Tout ça de manière la plus souveraine possible. Dans un pays où la sécheresse devient un vrai défi, Qarib apporte une réponse concrète, utiliser la technologie pour produire mieux, sans gaspiller. Et l'initiative séduit, la start-up a déjà été distinguée dans plusieurs concours. On a gagné 2 fois meilleure start-up africaine, dans la dernière l'EATF qui a été organisée à Alger, où il y a eu la participation de plus de 600 start-up, donc on a été choisis les premiers. On a été classé aussi 2e au monde arabe sur GTEx. On a gagné le
meilleur projet agritech de la part de l'Union européenne. Donc on est très confiant par rapport à ce qu'on est en train de faire. La start-up elle est en train de grandir. On a des clients à l'international qui nous font confiance, des multinationales qui nous font confiance. Et donc notre objectif, Inch'Allah, c'est de continuer à grandir et d'être un champion aussi ici en Algérie et Inch'Allah l'une des premières licornes africaines. Cette start-up représente aujourd'hui cette nouvelle génération d'innovateurs algériens qui veulent moderniser l'agriculture sans la dénaturer, en proposant des solutions accessibles et adaptées aux réalités du pays. Donc ça s'applique sur plusieurs types de cultures. Ça peut être donc luzerne, blé, arboriculture, culture maraîchère, etc. Donc l'objectif concrètement, donc c'est de faciliter les activités agricoles aux agriculteurs. Donc avoir donc des données ou avoir un contrôle à distance. Donc ils peuvent prendre des décisions rapidement. Donc une fois ils ont les données, ils peuvent prendre des décisions sur le terrain. Et ça aide à économiser de l'eau, économiser de l'énergie, économiser des coûts. Et surtout, la chose la plus importante, c'est d'augmenter les rendements. Augmenter les rendements en quantité et en qualité. Qarib est une preuve de plus que la jeunesse algérienne peut innover, créer et apporter des solutions adaptées aux réalités du terrain. Le 1er décembre de chaque année coïncide avec la journée mondiale de lutte contre le sida. La prévention et le dépistage restent les moyens les plus efficaces pour limiter la transmission de ce virus. Informer, dépister, protéger, autant d'actions essentielles pour freiner sa propagation. Samia Bouarour. Professeure en maladies infectieuses, Nassima Belabès, accompagnée de ses médecins spécialistes, effectue leur visite régulière aux patients atteints du VIH-Sida pour surveiller leur état de santé. Le patient occupant cette chambre est en nette amélioration grâce à la bonne prise en charge médicale et psychologique qu'il reçoit. L'Algérie est à travers un soutien politique de haut niveau. Il y a eu d'abord un dispositif organisationnel, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des centres de référence de prise en charge? Eh bien oui, il y en a 16 qui sont bien répartis à l'échelle nationale. Est-ce qu'il y a des unités ou des centres qui font le dépistage? Il y en a 68 à l'échelle nationale. Et il y a aussi des organisations de société civile qui tournent autour de ces établissements pour faire le lien. On a une prise en charge qui est gratuite. Ça va de la prévention, dépistage, prise en charge. Qui dit prise en charge, il y a aussi le traitement. Ce patient testé positif a été orienté ici. Il reçoit un traitement médical adapté et sa santé s'améliore. Les bilans qui se font au niveau de l'Qattar, tous les bilans, charge virale CD4 et les patients connaissent très bien ça, sont gratuits. Il y a aussi un soutien psychologique. Avant que je vienne ici, j'étais dans un état catastrophique. Je n'arrivais pas à manger ou à me déplacer, très affaibli. Après ma prise en charge médicale et psychologique, j'ai repris goût à la vie. La prévention contre cette infection passe en premier lieu par des mesures empêchant sa transmission, notamment chez la catégorie des jeunes. Il est recommandé de se faire dépister tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il faut vérifier si on n'est pas infecté par le VIH, mais actuellement l'OMS et donc l'Algérie suit. Actuellement, on parle d'un dépistage intégré. C'est-à-dire que si je vais me faire dépister pour le VIH, on va me proposer le test pour le VHB, c'est-à-dire l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis. Il faut accepter parce que c'est une excellente chose. La stratégie nationale implique différents ministères, la société civile et les partenaires au développement pour la prévention, l'accélération du dépistage et la prise en charge. Des défis pour atteindre l'objectif de mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Au
Maroc, la dégradation des conditions socio-économiques frappe durement la population. Malgré les expropriations et les arrestations arbitraires, celles-ci ne renoncent pas à revendiquer une vie digne. Anis Chir. Au Maroc, la répression vient s'ajouter à une situation socio-économique désastreuse, aggravant le quotidien d'une population qui continue, malgré tout, de lutter pour ses droits. Rien ne semble les arrêter dans leur combat, pas même les expropriations et les emprisonnements arbitraires. Comme vous le voyez, ils continuent de démolir. J'ai dû sortir mon lit et mes affaires de ma maison. Je dors dessus dans la rue. On nous dit qu'on n'a aucun droit d'y habiter. Ils sont venus ce matin pour nous expulser et démolir notre maison. On est pauvres, on n'a nulle part où aller. Ça fait 20-25 ans que nous vivons ici. Pourtant, ils nous disent qu'on n'a pas le droit d'y habiter. On va se retrouver à la rue. Pour le citoyen marocain, il ne reste aucun recours, si ce n'est la protestation. Les rassemblements se répètent dans la plupart des villes, avec leur lot de répression, au point où elles se banalisent. On n'a plus rien à manger, on souffre nuit et jour. Nos enfants ne dorment plus, ne mangent pas à leur faim. On ne connaît plus que la misère. Tandis que le Makhzen soigne son image à l'international, il n'hésite pas à étouffer son peuple et à le marginaliser. Dans la bande de Gaza, le bilan de l'agression génocidaire sioniste ne cesse de s'alourdir. Au cours des dernières 24 heures, les autorités sanitaires palestiniennes ont fait état de 3 nouveaux martyrs et de 2 blessés, tandis que de nombreux corps se trouvent encore sous les décombres. Au cours de la semaine écoulée, plus de 40 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les bombardements de l'occupant. Du sport à présent, jour J pour la Coupe arabe qui débutera en ce début d'après-midi avec le groupe A et l'entrée en lice de la Tunisie face à la Syrie à partir de 14h sur Canal Algérie. Vous pouvez également suivre le second match entre le pays hôte, le Qatar et la Palestine à partir de 17h30 sur la terrestre et TV4. À 48 heures de l'entrée en lice des A' face au Soudan, l'ambiance était au beau fixe lors de la deuxième séance d'entraînement des Verts à Doha, où les partenaires de Slimani ont la ferme intention de réaliser un bon début de tournoi. Ramzi Mhamdi. Des sourires, du travail et de la concentration pour les protégés de Bougra lors de la seconde séance d'entraînement, où les joueurs sont apparus heureux et détendus avant de débuter ce mercredi le tournoi face au Soudan. La sélection est prête donc pour son entrée en lice dans la compétition, surtout qu'elle est la détentrice du trophée et de fait l'équipe à battre. Mais avec le renfort des Slimani, Brahimi, Ounes ou Benzia, leur expérience sera un atout pour un groupe jeune mais qui vise tout simplement le sacre final. Au chapitre des moins bonnes nouvelles, Houssam Eddine Mrizeg reste le seul joueur qui manque à l'appel. Et pour cause, il n'a pas été autorisé par son club à rejoindre la sélection que lors du dernier match des Verts face à l'Irak. Une complication pour Bougra qui comptait beaucoup sur un joueur de son expérience. Pour ce qui est des bonnes nouvelles, le retour de Yassine Brahimi aux entraînements collectifs en est une, ce qui laisse présager une titularisation dès ce premier match face aux Soudanais où l'essentiel sera de marquer mais surtout gagner pour ne pas se mettre la pression dès l'entame de ce tournoi. Et à partir de ce lundi jusqu'au 18 décembre, l'entreprise publique de télévision donne rendez-vous aux téléspectateurs pour suivre l'intégralité des matchs de la FIFA Arab Cup 2025. Des plateaux, des analyses et des commentaires en direct seront proposés depuis Alger et Doha pour ne rien manquer de cette compétition. Plus de détails dans ce sujet, signé Ramzi Mhamdi. À quelques heures du début de la Coupe arabe de la FIFA, tous les regards seront dirigés vers le Qatar où à Doha, ces sélections se disputeront un trophée que l'Algérie en est détentrice. L'entreprise publique de télévision va encore une fois relever le défi en étant au niveau de ce grand événement qui débutera demain lundi 1er décembre. Cette seconde édition offrira l'occasion aux téléspectateurs algériens de suivre de près tous les matchs du tournoi avec une couverture médiatique au niveau de l'événement, avec des débats, des analyses, des plateaux, des fils rouges. Tout le
le monde sera sur le pont, techniciens, journalistes et administration, pour permettre aux Algériens amoureux du ballon rond de suivre du matin jusqu'au soir en exclusivité de l'entrée des équipes au vestiaire, avec aussi les envoyés spéciaux et les spécialistes sur les différents plateaux, sur les différentes chaînes de la télévision algérienne. Ensemble, un programme riche avec en point d'orgue la sélection nationale qui aspire à soulever une seconde fois le trophée tant convoité. Sport toujours, l'Algérienne Louisa Abouriche a décroché la médaille de bronze au Caire dans la spécialité kumité des moins de 55 kilos en championnat du monde 2025 de karaté-do après sa victoire 4 points à 1 face à la Canadienne Anna Furumoto-Dee. C'était là la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. À demain.